vais vous parler du centre de référence maladies rares consacré aux maladies neuromusculaires. Et d'abord, en quelques mots, vous présenter ce que sont ces maladies neuromusculaires. Le système neuromusculaire est un système assez compliqué qui associe des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses qui sont situées dans la moelle épinière ou le long de la moelle épinière, le prolongement de ces neurones qu'on appelle le nerf périphérique qui circule dans l'ensemble des membres, comme vous pouvez le voir sur cette image, et qui vont ensuite s'articuler avec l'ensemble du système musculaire. Et il existe une zone très particulière qu'on appelle la jonction neuromusculaire, qui est cette articulation entre le système nerveux et le muscle, et c'est là où se transmet l'influx nerveux. Donc, les maladies neuromusculaires peuvent concerner n'importe quelle partie de ce système, et ça représente pratiquement plus de 300 maladies rares et des centaines de gènes impliqués lorsqu'elles sont génétiques, donc une forte complexité de ces maladies. Et on les classe en différentes catégories, selon qu'elles touchent préférentiellement le corps cellulaire du neurone moteur, ce qu'on appelle les maladies du motoneurone, les neuropathies périphériques, qui sont les maladies qui concernent ces prolongements qui vont articuler le corps cellulaire des neurones et le muscle. La jonction neuromusculaire, c'est ce qu'on appelle les myasthénies. Et puis les myopathies, ce sont l'ensemble des maladies qui vont toucher spécifiquement le muscle. Et il existe deux grandes catégories de maladies neuromusculaires. D'une part, des formes qui sont liées à des mutations génétiques. Et je vous en ai mis quelques-unes ici qui sont les plus fréquentes, par exemple les amyotrophies spinales lorsque la maladie va toucher le motoneurone, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est la plus fréquente des maladies génétiques en général et qui touche le nerf périphérique, certaines myasthénies qui peuvent être congénitales, là on est dans des raretés, et puis l'ensemble très important et complexe les pathologies musculaires, les myopathies, notamment la maladie du chêne, la dystrophie facioscapulo-humérale, ou la dystrophie myotonique de Steinert. À côté de ce groupe de maladies génétiques, vous avez un autre groupe qui est constitué de maladies auto-immunes, c'est-à-dire c'est le système immunitaire propre de l'individu qui va se retourner contre le système neuromusculaire et provoquer soit des neuropathies périphériques comme le syndrome de Guillain-Barré et les polyradiculonévrites chroniques, ou des myasthénies auto-immunes liées à l'atteinte de la jonction neuromusculaire, ou enfin des pathologies inflammatoires du muscle, des myosites. Donc, toutes ces maladies ont des tableaux cliniques qui sont relativement proches, et ce qui explique qu'elles sont prises en charge dans un seul et même centre. Mais vous voyez que l'approche diagnostique et l'approche thérapeutique va être extrêmement différente selon qu'on a affaire à des maladies génétiques ou à des maladies auto-immunes. Alors, le centre de Saint-Étienne, lui, existe depuis 2013. Il a été labellisé dès le premier appel d'offres lancé par le ministère de la Santé. Et à l'heure actuelle, nous suivons environ chaque année 700 patients, dont 160 nouveaux. Il existe bien sûr un certain renouvellement des patients. La majorité des patients que nous suivons sont des adultes, mais il existe 12% d'enfants. Et vous allez voir que donc, des pédiatres vont participer au fonctionnement du centre. En fait, le centre est constitué de la collaboration de différents services du CHU, le service de neurologie, mais aussi le service de pédiatrie, j'en ai déjà parlé, le service de médecine physique et de réadaptation, le service de physiologie et de médecine du sport, parce qu'on va voir que l'exercice et la prise en charge de l'activité physique est très importante pour le diagnostic, pour la prise en charge de ces patients, le service de pneumologie, parce qu'un certain nombre d'entre eux vont développer des pathologies respiratoires du fait de l'atteinte des muscles de la respiration, et puis le service de cardiologie, car il ne faut pas l'oublier, mais le muscle cardiaque est très proche des muscles des membres, ce qui fait que certaines maladies peuvent aussi donner une atteinte cardiologique et que donc on a besoin des cardiologues pour le diagnostic et la prise en charge des patients. Alors, quelles sont les missions que le ministère a demandé au centre d'assumer? Elles sont multiples. La première, bien sûr, c'est de faire le diagnostic de ces maladies. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un phénomène assez complexe puisqu'on a 200 ou 300 maladies. Je vous ai dit
des maladies génétiques, et il y a plusieurs centaines de gènes qui peuvent être en cause, ou des maladies inflammatoires et auto-immunes. Et il va falloir donc, dans tout ça, arriver à mettre la bonne étiquette sur le bon diagnostic du patient. Et on est confronté dans ces maladies neuromusculaires, mais ce n'est pas spécifique aux maladies neuromusculaires, au problème de ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Et cette errance diagnostique, elle a plusieurs aspects. Le premier, c'est éventuellement un retard d'adressage du patient au bon endroit, c'est-à-dire au centre de référence pour qu'il soit capable de faire le diagnostic. Mais il y a une deuxième cause d'errance diagnostique, c'est qu'une fois dans le centre, compte tenu de la complexité de ces maladies, compte tenu du nombre de gènes qui peuvent être en cause dans les formes génétiques, il n'est pas si évident que ça de mettre d'identifier le bon gène, par exemple, en cause dans certaines maladies. Pour plusieurs raisons, probablement d'une part parce qu'il y a beaucoup de gènes qui sont potentiellement en cause, il faut donc les chercher, et c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé ces dernières années par le développement des techniques de génétique qui permettent de tester en même temps plusieurs dizaines, voire centaines de gènes, voire d'analyser la totalité des gènes d'un individu. Mais malgré tout, malgré ces nouvelles techniques qui ne sont pas sans apporter des complexités supplémentaires et des difficultés à l'interprétation des résultats, il reste qu'un certain nombre de patients n'ont toujours pas d'étiquette diagnostique très précise, peut-être parce qu'on ne connaît pas encore les gènes en cause, malgré tout, peut-être parce qu'on pense que ce sont des maladies génétiques, mais ce ne sont pas les mécanismes génétiques que l'on connaît à l'heure actuelle qui sont à cause, et d'autres mécanismes plus complexes à découvrir certainement existent. Après cette étape de diagnostic, il y a bien sûr la prise en charge des patients, et certains d'entre eux peuvent être traités. Et il faut donc organiser ces traitements, le suivi des patients, voire même la possibilité de se faire traiter à distance. C'est vrai pour les maladies auto-immunes où on a un arsenal thérapeutique et qui est extrêmement important, mais ça commence aussi à être vrai pour des maladies génétiques, par exemple pour l'amyotrophie spinale, pour l'amylose, pour certaines pathologies musculaires qui dépendent de mutations de gènes impliquant les enzymes nécessaires au fonctionnement du muscle. On dispose à l'heure actuelle de traitements, souvent des traitements extrêmement coûteux. Et il faut donc organiser tout ça, prendre en charge ça et poser les bonnes indications thérapeutiques. Outre la prise en charge thérapeutique à proprement parler, médicamenteuse des patients, il y a aussi toute la nécessité de suivre et de prendre en charge le handicap qui résulte de ces maladies et qu'on peut bien imaginer si vous avez une paralysie de muscle, par exemple. Et donc pour ça, il faut la collaboration des spécialités différentes que je vous ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi il faut des paramédicaux, et notamment les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmières, les psychologues, les assistantes sociales jouent un rôle fondamental, et c'est pour ça que nous avons développé dans le centre des consultations pluridisciplinaires. Vous avez à la fois des paramédicaux et des médecins de spécialités différentes qui voient ensemble les patients les plus complexes pour essayer de leur apporter la meilleure des prises en charge et la meilleure des solutions. Un autre point particulier à ces maladies neuromusculaires, c'est que, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de patients qui sont des enfants, que ces enfants vont grandir, vont devenir adultes, et qu'il faut donc organiser bien le passage de l'enfance à l'adulte, parce que ce ne sont pas les mêmes médecins qui prennent en charge les enfants et les adultes, et parce que la façon dont on est pris en charge en pédiatrie, où on est grosso modo, disons, un peu coucouné, n'est pas tout à fait celle de la prise en charge de l'adulte. Et donc, il faut organiser toute cette transmission du passage et faire en sorte que ce changement, qui peut être un peu traumatisant pour les jeunes patients, se passe au mieux. Une autre mission du centre, c'est de travailler en réseau avec les centres français et européens. Vous avez sur cette carte de France l'ensemble du réseau des centres de référence neuromusculaires qui existent. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Ils sont organisés dans une filière de soins maladie rare qui s'appelle la filière Filnemus.
Et le but principal de cette organisation en réseau est d'harmoniser la prise en charge en France, c'est-à-dire qu'un patient qui est pris en charge à Saint-Étienne sera pris en charge de la même façon qu'il aurait pu être pris en charge à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux. Tout ça pour éviter que les patients aient à se déplacer sur de très longues distances et puissent trouver au plus près de chez eux la meilleure des solutions. Il faut aussi être capable dans ces réseaux de partager les outils diagnostiques. Je vous ai dit qu'on découvrait de plus en plus fréquemment de nouveaux gènes impliqués dans ces maladies. Et il faut donc que chacun des centres qui participent à l'identification de ces nouveaux gènes, eh bien, partage les connaissances, partage les outils qui vont permettre aux autres de pouvoir les utiliser. Et puis, on a parfois des situations qui sont extrêmement compliquées et qu'il faut parfois discuter au niveau national pour bénéficier de l'ensemble des compétences de chacun. Et c'est ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire nationales. Il en existe au sein du centre, bien sûr, mais aussi à l'échelon national. Il faut aussi pouvoir diffuser les innovations thérapeutiques. Encore une fois, il faut que chaque patient puisse bénéficier de tous les traitements qui sont découverts et qui existent. Il faut pouvoir former les médecins et les paramédicaux. Et pour ça, il faut que des programmes d'éducation soient mis en place au niveau de l'échelon national. Et il faut aussi produire des recommandations pour la prise en charge des patients, de manière, encore une fois, que pour telle ou telle maladie, eh bien, on sache exactement ce qu'il faut faire pour le diagnostic et pour la prise en charge du patient, et que là encore, tout soit identique sur l'ensemble de la France. Et bien sûr, ce réseau français est aussi participant au réseau européen, qui a la même fonction, harmonisée entre les pays, la prise en charge des maladies rares. Il faut dire que la France a été particulièrement pionnière en ce domaine, hein, puisque le premier plan maladies rares date des années 2012-2013 et que l'Europe ne s'y est mis et les autres pays européens ne s'y sont mis que beaucoup plus tard. Ensuite, il faut aussi développer la recherche. Et cette recherche peut prendre plusieurs formes. Déjà, participer à la base de données nationale des maladies rares, qui s'appelle la base BAMARA, dans laquelle on collecte l'ensemble des données des patients pris en charge dans des maladies rares. Cela permet d'avoir une vision nationale de ce que c'est que représente l'ensemble de ces maladies rares, combien de patients, où sont-ils pris en charge. Ça permet aussi d'estimer les coûts de cette prise en charge, les insuffisances et les moyens qu'il faudrait y mettre pour tel ou tel, développer tel ou tel domaine. Et par exemple, les maladies neuromusculaires figurent parmi les plus fréquentes. À l'heure actuelle, dans cette base de données BAMARA, il y a 70 000 patients atteints de maladies neuromusculaires qui ont été identifiés depuis 2015. Alors ça, c'est une recherche de niveau national. Ça n'empêche pas aussi qu'au niveau local, nous soyons aussi chargés de développer de la recherche, et cela se fait en collaboration avec les équipes de recherche universitaire de l'Université de Saint-Étienne et de la Faculté de médecine, et plusieurs des médecins qui participent au centre de référence sont impliqués dans des équipes de recherche, notamment deux, l'une qui s'appelle l'Institut Neuromyogène et qui est surtout dédiée aux neuropathies périphériques des immunes, et puis une autre qui s'appelle le LIBM, qui travaille surtout sur la fonction musculaire et le rôle de l'exercice musculaire, et notamment dans la pathologie musculaire, ce qu'on appelle les myopathies. Dans les neuropathies des immunes, le but est d'identifier des biomarqueurs qui vont permettre de diagnostiquer plus facilement et plus rapidement ces maladies de façon à pouvoir traiter les patients le plus tôt possible, et de développer des essais thérapeutiques. Nous avons des essais thérapeutiques qui sont développés à partir de Saint-Étienne, auxquels participent l'ensemble des centres français. Et pour l'exercice musculaire, eh bien, c'est comprendre les mécanismes de la fatigue musculaire, qui est une des sources principales du handicap de ces patients, et de développer des essais thérapeutiques pour permettre d'entretenir l'activité musculaire de ces patients. On avait longtemps cru que le fait d'avoir une maladie de ce système neuromusculaire, et plus particulièrement une maladie musculaire, contre-indiquait l'exercice physique. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Ces patients-là sont améliorés
sont maintenus dans une capacité fonctionnelle plus longtemps s'ils ont une activité musculaire. Mais bien sûr, cette activité musculaire doit être encadrée et c'est une des grandes parts de la recherche qui est conduite à Saint-Étienne. Enfin, le dernier point, c'est que nous devons travailler avec des associations de malades et il existe trois grandes associations qui contribuent à la prise en charge des maladies neuromusculaires. La première, c'est l'AFM Téléthon, c'est elle qui, bien sûr, est à l'origine du Téléthon, que vous connaissez bien sûr. Et puis, vous avez une autre association qui est l'association CMT France, c'est-à-dire Charcot-Marie-Tooth France, qui rassemble les patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, dont je vous ai dit que c'était la première maladie génétique en général. Hein. À peu près un patient sur 2500 naissances est atteint par cette maladie qui est source de handicap, de douleur, de déformation des pieds et déformation articulaires. Et puis, une autre association qui s'appelle l'AFNP qui rassemble les associations de patients atteints de maladies du système nerveux périphérique, en particulier auto-immune. Et les membres du centre sont actifs dans l'ensemble de ces trois associations de malades, participent à leurs conseils scientifiques, participent aux réunions scientifiques qu'elles organisent. Certaines d'entre elles nous soutiennent financièrement, soit dans le soin, par exemple en finançant une part des paramédicaux qui interviennent dans le centre, soit en nous soutenant dans nos activités de recherche dans les deux domaines dont je vous ai parlé. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter de façon relativement simple le centre de référence maladies neuromusculaires de Saint-Étienne, et nous restons à votre disposition si bien sûr vous avez des questions. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Bonne soirée.